Chapitre 2 des Trois Mousquetaires. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par J.C. Guan. Les Trois Mousquetaires par Alexandre Dumas. Chapitre 2. L'antichambre de Monsieur de Tréville. Monsieur de Troisville, comme s'appelait encore sa famille en Gascogne, ou Monsieur de Tréville, comme il avait fini par s'appeler lui-même à Paris, avait réellement commencé comme d'Artagnan, c'est-à-dire sans un sou vaillant, mais avec ce fond d'audace, d'esprit et d'entendement qui fait que le plus pauvre gentillâtre gascon reçoit souvent plus en ses espérances de l'héritage paternel que le plus riche gentilhomme périgourdin ou berrichon ne reçoit en réalité. Sa bravoure insolente, son bonheur plus insolent encore, dans un temps où les coups pleuvaient comme grêle, l'avaient hérissé au sommet de cette échelle difficile qu'on appelle la faveur de cour, et dont il avait escaladé quatre à quatre les échelons. Il était l'ami du roi, lequel honorait fort, comme chacun sait, la mémoire de son père Henri IV. Le père de M. de Tréville l'avait si fidèlement servi dans ses guerres contre la Ligue qu'à défaut d'argent comptant, chose qui toute la vie manquait au Béarnais, lequel paya constamment ses dettes avec la seule chose qu'il n'eut jamais besoin d'emprunter, c'est-à-dire avec de l'esprit, qu'à défaut d'argent comptant, disons-nous, il avait autorisé, après la reddition de Paris, à prendre pour âme un lion d'or, passant sur gueule avec cette devise: Fidelis et Fortis. C'était beaucoup pour l'honneur, mais c'était médiocre pour le bien-être. Aussi, quand l'illustre compagnon du grand Henri mourut, il laissa pour seul héritage à monsieur son fils son épée et sa devise. Grâce à ce double don et au nom sans tache qui l'accompagnait, monsieur de Tréville fut admis dans la maison du jeune prince, où il servit si bien de son épée et fut si fidèle à sa devise que Louis XIII, une des bonnes lames du royaume, avait l'habitude de dire que, s'il avait un ami qui se battît, il lui donnerait le conseil de prendre pour second lui d'abord et Tréville après, et peut-être même avant lui. Aussi, Louis XIII avait-il un attachement réel pour Tréville, attachement royal, attachement égoïste, c'est vrai, mais qui n'en était pas moins un attachement. C'est que, dans ces temps malheureux, on cherchait fort à s'entourer d'hommes de la trempe de Tréville. Beaucoup pouvaient prendre pour devise l'épithète de fort, qui faisait la seconde partie de son exergue, mais peu de gentilshommes pouvaient réclamer l'épithète de fidèle, qui en formait la première. Tréville était un de ces derniers. C'était une de ces rares organisations, à l'intelligence obéissante comme celle du dogue, à la valeur aveugle, à l'œil rapide, à la main prompte, à qui l'œil n'avait été donné que pour voir si le roi était mécontent de quelqu'un, et la main que pour frapper ce déplaisant quelqu'un, un besme, un Maurevert, un poltrot de Méré, un Vitry. Enfin, à Tréville, il n'avait manqué jusque-là que l'occasion, mais il la guettait, et il se promettait bien de la saisir par ses trois cheveux, si jamais elle passait à la portée de sa main. Aussi Louis XIII fit-il de Tréville le capitaine de ses mousquetaires, lesquels étaient à Louis XIII, pour le dévouement, ou plutôt pour le fanatisme, que ses ordinaires étaient à Henri III, et que sa garde écossaise était à Louis XI. De son côté, et sous ce rapport, le cardinal n'était pas en reste avec le roi. Quand il avait vu la formidable élite dont Louis XIII s'entourait, ce second, ou plutôt ce premier roi de France, avait voulu, lui aussi, avoir sa garde. Il eut donc ses mousquetaires comme Louis XIII avait les siens, et l'on voyait ces deux puissances rivales tirer pour leur service, dans toutes les provinces de France, et même dans tous les États étrangers, les hommes célèbres pour les grands coups d'épée. Aussi, Richelieu et Louis XIII
se disputaient souvent, en faisant leur partie d'échecs le soir, au sujet du mérite de leurs serviteurs. Chacun vantait la tenue et le courage des siens, et tout en se prononçant tout haut contre les duels et contre les rixes, il les excitait tout bas à en venir aux mains, et concevait un véritable chagrin ou une joie immodérée de la défaite ou de la victoire des leurs. Ainsi, du moins le disent les mémoires d'un homme qui fut dans quelques-unes de ses défaites et dans beaucoup de ses victoires. Tréville avait pris le côté faible de son maître, et c'est à cette adresse qu'il devait la longue et constante faveur d'un roi qui n'a pas laissé la réputation d'avoir été très fidèle à ses amitiés. Il faisait parader ses mousquetaires devant le cardinal Armand Duplessis avec un air narquois qui hérissait de colère la moustache grise de son éminence. Tréville entendait admirablement bien la guerre de cette époque, où, quand on ne vivait pas aux dépens de l'ennemi, on vivait aux dépens de ses compatriotes. Ses soldats formaient une légion de diables à quatre, indisciplinés pour tout autre que pour lui. Débrayés, avinés, écorchés, les mousquetaires du roi, ou plutôt ceux de M. de Tréville, s'épandaient dans les cabarets, dans les promenades, dans les jeux publics, criant fort et retroussant leurs moustaches, faisant sonner leurs épées, heurtant avec volupté les gardes de M. le cardinal quand il les rencontrait. Puis, dégainant en pleine rue, avec mille plaisanteries, tués quelquefois, mais sûrs en ce cas d'être pleurés et vengés, tuant souvent, et sûrs alors de ne pas mourir en prison, M. de Tréville étant là pour les réclamer. Aussi, M. de Tréville était-il loué sur tous les tons, chanté sur toutes les gammes par ces hommes qui l'adoraient et qui, tous gens de sac et de corde qu'ils étaient, tremblaient devant lui comme des écoliers devant leur maître, obéissant au moindre mot et prêts à se faire tuer pour laver le moindre reproche. M. de Tréville avait usé de ce levier puissant, pour le roi d'abord et les amis du roi, puis pour lui-même et pour ses amis. Au reste, dans aucun des mémoires de ce temps, qui avait laissé tant de mémoires, on ne voit que ce digne gentilhomme ait été accusé, même par ses ennemis, et il en avait autant parmi les gens de plume que les gens d'épée. Nulle part on ne voit, disons-nous, que ce digne gentilhomme ait été accusé de se faire payer la coopération de ses séides. Avec un rare génie d'intrigue qui le rendait l'égal des plus forts intrigants, il était resté honnête homme. Bien plus, en dépit des grandes estocades qui déhanchent et des exercices pénibles qui fatiguent, il était devenu un des plus galants coureurs de ruelles, un des plus fins damerets, un des plus alambiqués diseurs de Phébus de son époque. On parlait des bonnes fortunes de M. de Tréville, comme on avait parlé 20 ans auparavant de celles de Bassompierre, et ce n'était pas peu dire. Le capitaine des mousquetaires était donc admiré, craint et aimé, ce qui constitue l'apogée des fortunes humaines. Louis XIV absorba tous les petits astres de sa cour dans son vaste rayonnement, mais son père, soleil pluribus impar, laissa sa splendeur personnelle à chacun de ses favoris, sa valeur individuelle à chacun de ses courtisans. Outre le lever du roi et celui du cardinal, on comptait alors à Paris plus de 200 petits levés un peu recherchés. Parmi les 200 petits levés, celui de Tréville était un des plus courus. La cour de son hôtel, située rue du Vieux-Colombier, ressemblait à un camp, et cela dès 6 heures du matin en été et dès 8 heures en hiver. 50 à 60 mousquetaires, qui semblaient s'y relayer pour présenter un nombre toujours imposant, s'y promenaient sans cesse, armés en guerre et prêts à tout. Le long d'un de ces grands escaliers, sur l'emplacement desquels notre civilisation bâtirait une maison tout entière, montaient et descendaient les solliciteurs de Paris qui couraient après une faveur quelconque,
les gentilshommes de province avides d'être enrôlés, et les laquais chamarrés de toutes couleurs qui venaient apporter à m de tréville les messages de leurs maîtres. Dans l'antichambre, sur de longues banquettes circulaires, reposaient les élus, c'est-à-dire ceux qui étaient convoqués. Un bourdonnement durait là depuis le matin jusqu'au soir, tandis que m de tréville, dans son cabinet contigu à cette antichambre, recevait les visites, écoutait les plaintes, donnait ses ordres, et, comme le roi à son balcon du Louvre, n'avait qu'à se mettre à sa fenêtre pour passer la revue des hommes et des armes. Le jour où d'Artagnan se présenta, l'assemblée était imposante, surtout pour un provincial arrivant de sa province. Il est vrai que ce provincial était gascon, et que surtout, à cette époque, les compatriotes de d'Artagnan avaient la réputation de ne point facilement se laisser intimider. En effet, une fois qu'on avait franchi la porte massive, chevillée de longs clous à tête quadrangulaire, on tombait au milieu d'une troupe de gens d'épée qui se croisaient dans la cour, s'interpellant, se querellant et jouant entre eux. Pour se frayer un passage au milieu de toutes ces vagues tourbillonnantes, il eût fallu être officier, grand seigneur ou jolie femme. Ce fut donc au milieu de cette cohue et de ce désordre que notre jeune homme s'avança, le cœur palpitant, rangeant sa longue rapière le long de ses jambes maigres et tenant une main au rebord de son feutre, avec ce demi-sourire du provincial embarrassé qui veut faire bonne contenance. Avait-il dépassé un groupe, alors il respirait plus librement. Mais il comprenait qu'on se retournait pour le regarder, et pour la première fois de sa vie, d'Artagnan, qui jusqu'à ce jour avait une assez bonne opinion de lui-même, se trouva ridicule. Arrivé à l'escalier, ce fut pis encore. Il y avait sur les premières marches 4 mousquetaires qui se divertissaient à l'exercice suivant, tandis que 10 ou 12 de leurs camarades attendaient sur le palier que leur tour vînt de prendre place à la partie. Un d'eux, placé sur le degré supérieur, l'épée nue à la main, empêchait, ou du moins s'efforçait d'empêcher, les 3 autres de monter. Ces 3 autres s'escrimaient contre lui de leurs épées fort agiles. D'Artagnan prit d'abord ces fers pour des fleurets d'escrime. Il les crut boutonnés. Mais il reconnut bientôt à certaines égratignures que chaque arme, au contraire, était affilée et aiguisée à souhait. Et à chacune de ces égratignures, non seulement les spectateurs, mais encore les acteurs, riaient comme des fous. Celui qui occupait le degré en ce moment tenait merveilleusement ses adversaires en respect. On faisait cercle autour d'eux. La condition portait qu'à chaque coup, le touché quitterait la partie, en perdant son tour d'audience au profit du toucheur. En 5 minutes, 3 furent effleurés, l'un au poignet, l'autre au menton, l'autre à l'oreille, par le défenseur du degré, adresse qui lui valut, selon les conventions arrêtées, 3 tours de faveur. Si difficile, non pas qu'il fût, mais qu'il voulut être à étonner, ce passe-temps étonna notre jeune voyageur. Il avait vu dans sa province, cette terre où s'échauffent cependant si promptement les têtes, un peu plus de préliminaires au duel, et la gasconnade de ces 4 joueurs lui parut la plus forte de toutes celles qu'il avait ouïes jusqu'alors, même en Gascogne. Il se crut transporté dans ce fameux pays des géants où Gulliver alla depuis et eut si grand-peur. Et cependant, il n'était pas au bout. Restait le palier et l'antichambre. Sur le palier, on ne se battait plus. On racontait des histoires de femmes, et dans l'antichambre, des histoires de cour. Sur le palier, d'Artagnan rougit. Dans l'antichambre, il frissonna. Son imagination éveillée et vagabonde, qui, en Gascogne, le rendait redoutable aux jeunes femmes de chambre, et même quelquefois
aux jeunes maîtresses, n'avait jamais rêvé, même dans ses moments de délire, la moitié de ses merveilles amoureuses et le quart de ses prouesses galantes, rehaussées des noms les plus connus et des détails les moins voilés. Mais si son amour pour les bonnes mœurs fut choqué sur le palier, son respect pour le cardinal fut scandalisé dans l'antichambre. Là, à son grand étonnement, d'Artagnan entendait critiquer tout haut la politique qui faisait trembler l'Europe, et la vie privée du cardinal, que tant de hauts et puissants seigneurs avaient été punis d'avoir tenté d'approfondir. Ce grand homme, révéré par M. d'Artagnan père, servait de risée aux mousquetaires de M. de Tréville, qui raillaient ses jambes cagneuses et son dos voûté. Quelques-uns chantaient des noëls sur madame d'Aiguillon, sa maîtresse, et madame de Combalet, sa nièce, tandis que les autres liaient des partis contre les pages et les gardes du cardinal-duc, toutes choses qui paraissaient à d'Artagnan de monstrueuses impossibilités. Cependant, quand le nom du roi intervenait parfois tout à coup, à l'improviste, au milieu de tous ces quolibets cardinalesques, une espèce de bâillon calfeutrait pour un moment toutes ces bouches moqueuses. On regardait avec hésitation autour de soi, et l'on semblait craindre l'indiscrétion de la cloison du cabinet de M. de Tréville. Mais bientôt, une allusion ramenait la conversation sur son éminence, et alors les éclats reprenaient de plus belle, et la lumière n'était ménagée sur aucune de ses actions. Certes, voilà des gens qui vont tous être embastillés et pendus, pensa d'Artagnan avec terreur, et moi sans aucun doute avec eux, car du moment où je les ai écoutés et entendus, je serai tenu pour leur complice. Que dirait monsieur mon père, qui m'a si fort recommandé le respect du cardinal, s'il me savait dans la société de pareils païens? Aussi, comme on s'en doute sans que je le dise, d'Artagnan n'osait se livrer à la conversation. Seulement, il regardait de tous ses yeux, écoutant de toutes ses oreilles, tendant avidement ses 5 sens pour ne rien perdre, et malgré sa confiance dans les recommandations paternelles, il se sentait porté par ses goûts et entraîné par ses instincts à louer plutôt qu'à blâmer les choses inouïes qui se passaient là. Cependant, comme il était absolument étranger à la foule des courtisans de M. de Tréville, et que c'était la première fois qu'on l'apercevait en ce lieu, on vint lui demander ce qu'il désirait. À cette demande, d'Artagnan se nomma fort humblement, s'appuya du titre de compatriote, et pria le valet de chambre, qui était venu lui faire cette question, de demander pour lui à M. de Tréville un moment d'audience, demande que celui-ci promit d'un ton protecteur de transmettre en temps et lieu. D'Artagnan, un peu revenu de sa surprise première, eut donc le loisir d'étudier un peu les costumes et les physionomies. Au centre du groupe le plus animé était un mousquetaire de grande taille, d'une figure hautaine et d'une bizarrerie de costume qui attirait sur lui l'attention générale. Il ne portait pas, pour le moment, la casaque d'uniforme, qui, au reste, n'était pas absolument obligatoire dans cette époque de liberté moindre mais d'indépendance plus grande, mais un justaucorps bleu de ciel, tant soit peu fané et râpé, et sur cet habit un baudrier magnifique, en broderie d'or, et qui reluisait comme les écailles dont l'eau se couvre au grand soleil. Un manteau long de velours cramoisi tombait avec grâce sur ses épaules, découvrant par-devant seulement le splendide baudrier, auquel pendait une gigantesque rapière. Ce mousquetaire venait de descendre de garde à l'instant même, et se plaignait d'être enrhumé, et toussait de temps en temps avec affectation. Aussi avait-il pris le manteau, à ce qu'il disait autour de lui, et tandis qu'il parlait du haut de sa tête, en frisant dédaigneusement sa moustache, on admirait avec enthousiasme le baudrier brodé, et d'Artagnan plus que tout autre. « Que voulez-vous » disait le mousquetaire. « La mode en vient, c'est une folie. Je le sais bien, mais c'est la mode. D'ailleurs,
Il faut bien employer à quelque chose l'argent de sa légitime. Ah, Porthos, s'écria un des assistants, n'essaie pas de nous faire croire que ce baudrier te vient de la générosité paternelle. Il t'aura été donné par la dame voilée avec laquelle je t'ai rencontré l'autre dimanche vers la porte Saint-Honoré. Non, sur mon honneur et foi de gentilhomme, je l'ai acheté moi-même, et de mes propres deniers, répondit celui qu'on venait de désigner sous le nom de Porthos. Oui, comme j'ai acheté, moi, dit un autre mousquetaire, cette bourse neuve, avec ce que ma maîtresse avait mis dans la vieille. Vrai, dit Porthos, et la preuve, c'est que je l'ai payé 12 pistoles. L'admiration redoubla, quoique le doute continuât d'exister. N'est-ce pas, Aramis? Dit Porthos, se tournant vers un autre mousquetaire. Cet autre mousquetaire formait un contraste parfait avec celui qui l'interrogeait, et qui venait de le désigner sous le nom d'Aramis. C'était un jeune homme de 22 à 23 ans à peine, à la figure naïve et doucereuse, à l'œil noir et doux, et aux joues roses et veloutées comme une pêche en automne. Sa moustache fine dessinait sur sa lèvre supérieure une ligne d'une rectitude parfaite. Ses mains semblaient craindre de s'abaisser, de peur que les veines ne se gonflassent, et de temps en temps il se pinçait le bout des oreilles pour les maintenir d'un incarnat tendre et transparent. D'habitude, il parlait peu et lentement, saluait beaucoup, riait sans bruit en montrant ses dents, qu'il avait belles, et dont, comme du reste de sa personne, il semblait prendre le plus grand soin. Il répondit par un signe de tête affirmatif à l'interpellation de son ami. Cette affirmation parut avoir fixé tous les doutes à l'endroit du baudrier. On continua donc de l'admirer, mais on n'en parla plus. Et par un de ces revirements rapides de la pensée, la conversation passa tout à coup à un autre sujet. Que pensez-vous de ce que raconte l'écuyer de Chalais? Demanda un autre mousquetaire, sans interpeller directement personne, mais s'adressant au contraire à tout le monde. Et que raconte-t-il? Demanda Porthos d'un ton suffisant. Il raconte qu'il a trouvé à Bruxelles Rochefort, l'âme damnée du cardinal, déguisé en capucin. Ce Rochefort maudit, grâce à ce déguisement, avait joué M. de Laigues comme un niais qu'il l'est. Comme un vrai niais, dit Porthos. Mais la chose est-elle sûre? Je la tiens d'Aramis, répondit le mousquetaire. Vraiment? Et vous le savez bien, Porthos, dit Aramis. Je vous l'ai raconté à vous-même hier. N'en parlons donc plus. N'en parlons plus. Voilà votre opinion à vous, reprit Porthos. N'en parlons plus. Peste, comme vous concluez vite. Comment? Le cardinal fait espionner un gentilhomme, fait voler sa correspondance par un traître, un brigand, un pendard, fait, avec l'aide de cet espion, et grâce à cette correspondance, couper le cou à Chalais, sous le stupide prétexte qu'il a voulu tuer le roi et marier monsieur avec la reine. Personne ne savait un mot de cette énigme. Vous nous l'apprenez hier, à la grande satisfaction de tous, et quand nous sommes encore tout ébahis de cette nouvelle, vous venez nous dire aujourd'hui, n'en parlons plus. Parlons-en donc, voyons, puisque vous le désirez, reprit Aramis avec patience. Ce Rochefort, s'écria Porthos, si j'étais l'écuyer du pauvre Chalais, passerait avec moi un vilain moment. Et vous, vous passeriez un triste quart d'heure avec le duc rouge, reprit Aramis. Ah, le duc rouge. Bravo, bravo, le duc rouge, répondit Porthos, en battant des mains et en approuvant de la tête. Le duc rouge est charmant. Je répandrai le mot, mon cher, soyez tranquille. A-t-il de l'esprit, cet Aramis? Quel malheur que vous n'ayez pas pu suivre votre vocation, mon cher. Quel délicieux abbé vous auriez fait. Oh, ce n'est qu'un retard momentané, reprit Aramis. Un jour je le serai. Vous savez bien, Porthos, que je continue d'étudier la théologie pour cela. Il le fera comme il le dit, reprit Porthos. Il le fera tôt ou tard. Tôt, dit Aramis. Il n'attend qu'une chose pour le décider tout à fait,
et pour reprendre sa soutane, qui est pendue derrière son uniforme, reprit un mousquetaire. Et quelle chose attend-il? Demanda un autre. Il attend que la reine ait donné un héritier à la couronne de France. Ne plaisantons pas là-dessus, messieurs, dit Porthos. Grâce à Dieu, la reine est encore d'âge à le donner. On dit que M. de Buckingham est en France, reprit Aramis avec un rire narquois qui donnait à cette phrase, si simple en apparence, une signification passablement scandaleuse. Aramis, mon ami, pour cette fois vous avez tort, interrompit Porthos, et votre manie d'esprit vous entraîne toujours au-delà des bornes. Si M. de Tréville vous entendait, vous seriez mal venu de parler ainsi. Allez-vous me faire la leçon, Porthos? S'écria Aramis, dans l'œil doux duquel on vit passer comme un éclair. Mon cher, soyez mousquetaire ou abbé, soyez l'un ou l'autre, mais pas l'un et l'autre, reprit Porthos. Tenez, Athos vous l'a dit encore l'autre jour, vous mangez à tous les râteliers. Ah, ne nous fâchons pas, je vous prie, ce serait inutile, vous savez bien ce qui est convenu entre vous, Athos et moi. Vous allez chez madame d'Aiguillon, et vous lui faites la cour. Vous allez chez madame de Bois Tracy, la cousine de madame de Chevreuse, et vous passez pour être fort en avant dans les bonnes grâces de la dame. Oh mon Dieu, n'avouez pas votre bonheur, on ne vous demande pas votre secret, on connaît votre discrétion. Mais puisque vous possédez cette vertu, que diable, faites-en usage à l'endroit de sa majesté. S'occupe qui voudra et comme on voudra du roi et du cardinal. Mais la reine est sacrée, et si l'on en parle, que ce soit en bien. Porthos, vous êtes prétentieux comme Narcisse, je vous en préviens, répondit Aramis. Vous savez que je hais la morale, excepté quand elle est faite par Athos. Quant à vous, mon cher, vous avez un trop magnifique baudrier pour être bien fort là-dessus. Je serai abbé s'il me convient. En attendant, je suis mousquetaire. En cette qualité, je dis ce qu'il me plaît. Et en ce moment, il me plaît de vous dire que vous m'impatientez. Aramis, Porthos. Eh, messieurs, messieurs, s'écria-t-on autour d'eux. Monsieur de Tréville attend monsieur d'Artagnan, interrompit le laquais en ouvrant la porte du cabinet. À cette annonce, pendant laquelle la porte demeurait ouverte, chacun se tut, et au milieu du silence général, le jeune Gascon traversa l'antichambre dans une partie de sa longueur et entra chez le capitaine des mousquetaires, se félicitant de tout son cœur d'échapper aussi à point à la fin de cette bizarre querelle. Fin du chapitre 2. Chapitre 3 des Trois Mousquetaires. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par J.C. Gouane. Les Trois Mousquetaires par Alexandre Dumas. Chapitre 3. L'audience. M. de Tréville était pour le moment de fort méchante humeur. Néanmoins, il salua poliment le jeune homme, qui s'inclinait jusqu'à terre, et il sourit en recevant son compliment, dont l'accent béarnais lui rappela à la fois sa jeunesse et son pays, double souvenir qui fait sourire l'homme à tous les âges. Mais se rapprochant presque aussitôt de l'antichambre et faisant à D'Artagnan un signe de la main, comme pour lui demander la permission d'en finir avec les autres avant de commencer avec lui, il appela 3 fois, en grossissant la voix à chaque fois, de sorte qu'il parcourut tous les tons intervallaires entre l'accent impératif et l'accent irrité. Athos, Porthos, Aramis. Les 2 mousquetaires avec lesquels nous avons déjà fait connaissance et qui répondaient aux 2 derniers de ces 3 noms quittèrent aussitôt les groupes dont ils faisaient partie et s'avancèrent vers le cabinet, dont la porte se referma derrière eux dès qu'ils en eurent franchi le seuil. Leur contenance, bien qu'elle ne fût pas tout à fait tranquille, excita cependant,
par son laisser-aller à la fois plein de dignité et de soumission, l'admiration de D'Artagnan, qui voyait dans ces hommes des demi-dieux, et dans leur chef un Jupiter olympien armé de toutes les foudres. Quand les deux mousquetaires furent entrés, quand la porte fut refermée derrière eux, quand le murmure bourdonnant de l'antichambre, auquel l'appel qui venait d'être fait avait sans doute donné un nouvel aliment, eut commencé, quand enfin m de Tréville eut 3 ou 4 fois arpenté, silencieux et le sourcil froncé, toute la longueur de son cabinet, passant chaque fois devant Porthos et Aramis, raide et muet comme à la parade, il s'arrêta tout à coup en face d'eux, et les couvrant des pieds à la tête d'un regard irrité. Savez-vous ce que m'a dit le roi? S'écria-t-il, et cela pas plus tard qu'hier au soir. Le savez-vous, messieurs? Non, répondirent après un instant de silence les deux mousquetaires. Non, monsieur, nous l'ignorons. Mais j'espère que vous nous ferez l'honneur de nous le dire, ajouta Aramis de son ton le plus poli et avec la plus gracieuse révérence. Il m'a dit qu'il recruterait désormais ses mousquetaires parmi les gardes de monsieur le cardinal. Parmi les gardes de monsieur le cardinal? Et pourquoi cela? Demanda vivement Porthos. Parce qu'il voyait bien que sa piquette avait besoin d'être ragaillardie par un mélange de bon vin. Les deux mousquetaires rougirent jusqu'au blanc des yeux. D'Artagnan ne savait où il en était et eût voulu être à 100 pieds sous terre. Oui, oui, continua m de Tréville en s'animant, et sa majesté avait raison, car sur mon honneur, il est vrai que les mousquetaires font triste figure à la cour. Monsieur le cardinal racontait hier au jeu du roi, avec un air de condoléance qui me déplut fort, qu'avant-hier, ces damnés mousquetaires, ces diables à 4, il appuyait sur ces mots avec un accent ironique qui me déplut encore davantage. Ces pourfendeurs, ajoutait-il, en me regardant de son œil de chat-tigre, s'étaient attardés rue Férou, dans un cabaret, et qu'une ronde de ses gardes, j'ai cru qu'il allait me rire au nez, avait été forcée d'arrêter les perturbateurs. Morbleu, vous devez en savoir quelque chose. Arrêter des mousquetaires. Vous en étiez, vous autres, ne vous en défendez pas, on vous a reconnu, et le cardinal vous a nommé. Voilà bien ma faute, oui, ma faute, puisque c'est moi qui choisis mes hommes. Voyons, vous, Aramis, pourquoi diable m'avez-vous demandé la casaque quand vous alliez être si bien sous la soutane? Voyons, vous, Porthos, n'avez-vous un si beau baudrier d'or que pour y suspendre une épée de paille? Et Athos, je ne vois pas Athos, où est-il? Monsieur, répondit tristement Aramis, il est malade, fort malade. Malade, fort malade, dites-vous. Et de quelle maladie? On craint que ce ne soit de la petite vérole, monsieur, répondit Porthos, voulant mêler à son tour un mot à la conversation. Ce qui serait fâcheux, car très certainement cela gâterait son visage. De la petite vérole. Voilà encore une glorieuse histoire que vous me contez là, Porthos. Malade de la petite vérole à son âge? Non pas. Mais blessé sans doute, tué peut-être. Ah, si je savais, sans Dieu, messieurs les mousquetaires, je n'entends pas que l'on hante ainsi les mauvais lieux, qu'on se prenne de querelles dans la rue et qu'on joue de l'épée dans les carrefours. Je ne veux pas enfin qu'on prête à rire aux gardes de monsieur le cardinal, qui sont de braves gens, tranquilles, adroits, qui ne se mettent jamais dans le cas d'être arrêtés, et qui d'ailleurs ne se laisseraient pas arrêter eux, j'en suis sûr. Ils aimeraient mieux mourir sur la place que de faire un pas en arrière. Se sauver, détaler, fuir, c'est bon pour les mousquetaires du roi, cela. Porthos et Aramis frémissaient de rage. Ils auraient volontiers étranglé m de Tréville, si au fond de tout cela, ils n'avaient pas senti que c'était le grand amour qu'il leur portait qui le faisait leur parler ainsi. Ils frappaient le tapis du pied, se mordaient les lèvres jusqu'au sang, et serraient de toute leur force la garde de leur épée. Au dehors, on avait entendu appeler, comme nous l'avons dit, Athos, Porthos et Aramis, et l'on avait deviné, à l'accent de la voix de m de Tréville,
qu'il était parfaitement en colère. 10 têtes curieuses étaient appuyées à la tapisserie et pâlissaient de fureur, car leurs oreilles collées à la porte ne perdaient pas une syllabe de ce qui se disait, tandis que leurs bouches répétaient au fur et à mesure les paroles insultantes du capitaine à toute la population de l'antichambre. En un instant, depuis la porte du cabinet jusqu'à la porte de la rue, tout l'hôtel fut en ébullition. Ah, les mousquetaires du roi se font arrêter par les gardes de monsieur le cardinal, continua M. de Tréville, aussi furieux à l'intérieur que ses soldats, mais saccadant ses paroles et les plongeant une à une, pour ainsi dire, et comme autant de coups de stylet, dans la poitrine de ses auditeurs. Ah, 6 gardes de son éminence arrêtent 6 mousquetaires de sa majesté. Morbleu, j'ai pris mon parti. Je vais de ce pas au Louvre, je donne ma démission de capitaine des mousquetaires du roi pour demander une lieutenance dans les gardes du cardinal. Et s'il me refuse, morbleu, je me fais abbé. À ces paroles, le murmure de l'intérieur devint une explosion. Partout, on n'entendait que jurons et blasphèmes. Les morbleu, les sang-dieu, les morts de tous les diables se croisaient dans l'air. D'Artagnan cherchait une tapisserie derrière laquelle se cacher, et se sentait une envie démesurée de se fourrer sous la table. Eh bien, mon capitaine, dit Porthos hors de lui, la vérité est que nous étions 6 contre 6, mais nous avons été pris en traître, et, avant que nous eussions eu le temps de tirer nos épées, 2 d'entre nous étaient tombés morts, et Athos, blessé grièvement, ne valait guère mieux, car vous le connaissez, Athos, eh bien, capitaine, il a essayé de se relever 2 fois, et il est retombé 2 fois. Cependant, nous ne nous sommes pas rendus. Non, l'on nous a entraînés de force. En chemin, nous nous sommes sauvés. Quant à Athos, on l'avait cru mort, et on l'a laissé bien tranquillement sur le champ de bataille, ne pensant pas qu'il valût la peine d'être emporté. Voilà l'histoire. Que diable, capitaine! On ne gagne pas toutes les batailles. Le grand Pompée a perdu celle de Pharsale, et le roi François Ier, qui, à ce que j'ai entendu dire, en valait bien une autre, a perdu cependant celle de Pavie. Et j'ai l'honneur de vous assurer que j'en ai tué un avec sa propre épée, dit Aramis, car la mienne s'est brisée à la première parade. Tuer ou poignarder, monsieur, comme il vous sera agréable. Je ne savais pas cela, reprit M. de Tréville d'un ton un peu radouci. Monsieur le cardinal avait exagéré, à ce que je vois. Mais de grâce, monsieur, continua Aramis, qui, voyant son capitaine s'apaiser, osait hasarder une prière. De grâce, monsieur, ne dites pas qu'Athos lui-même est blessé. Il serait au désespoir que cela parvint aux oreilles du roi. Et comme la blessure est des plus graves, attendu qu'après avoir traversé l'épaule, elle pénètre dans la poitrine, il serait à craindre. Au même instant, la portière se souleva, et une tête noble et belle, mais affreusement pâle, parut sous la frange. Athos! S'écrièrent les 2 mousquetaires. Athos! Répéta M. de Tréville lui-même. Vous m'avez mandé, monsieur, dit Athos à M. de Tréville, d'une voix affaiblie mais parfaitement calme. Vous m'avez demandé, à ce que m'ont dit nos camarades, et je m'empresse de me rendre à vos ordres. Voilà, monsieur. Que me voulez-vous? Et à ces mots, le mousquetaire, en tenue irréprochable, sanglé comme de coutume, entra d'un pas ferme dans le cabinet. M. de Tréville, ému jusqu'au fond du cœur de cette preuve de courage, se précipita vers lui. J'étais en train de dire à ces messieurs, ajouta-t-il, que je défends à mes mousquetaires d'exposer leurs jours sans nécessité, car les braves gens sont bien chers au roi, et le roi sait que ses mousquetaires sont les plus braves gens de la terre. Votre main, Athos. Et sans attendre que le nouveau venu répondît de lui-même à cette preuve d'affection, M. de Tréville lui saisissait la main droite et la serrait de toutes ses forces, sans s'apercevoir qu'Athos, quel que fût son empire sur lui-même, laissait échapper un mouvement de douleur et pâlissait encore, ce que l'on aurait pu croire impossible. La porte était restée entr'ouverte, tant l'arrivée d'Athos
dont, malgré le secret gardé, la blessure était connue de tous, avait produit sensation. Un brouhaha de satisfaction accueillit les derniers mots du capitaine, et deux ou trois têtes entraînées par l'enthousiasme apparurent par les ouvertures de la tapisserie. Sans doute m de tréville allait réprimer par de vives paroles cette infraction aux lois de l'étiquette lorsqu'il sentit tout à coup la main d'athos se crisper dans la sienne et qu'en portant les yeux sur lui il s'aperçut qu'il allait s'évanouir. Au même instant Athos, qui avait rassemblé toutes ses forces pour lutter contre la douleur, vaincu enfin par elle, retomba sur le parquet comme s'il fût mort. Un chirurgien, cria m de tréville. Le mien, celui du roi, le meilleur. Un chirurgien, ou, sans Dieu, mon brave Athos va trépasser. Au cri de m de tréville, tout le monde se précipita dans son cabinet, sans qu'il songeât à en fermer la porte à personne. Chacun s'empressant autour du blessé. Mais tout cet empressement eût été inutile si le docteur demandé ne se fût trouvé dans l'hôtel même. Il fendit la foule, s'approcha d'Athos toujours évanoui, et, comme tout ce bruit et tout ce mouvement le gênaient fort, il demanda comme première chose et comme la plus urgente que le mousquetaire fût emporté dans une chambre voisine. Aussitôt, m de tréville ouvrit une porte et montra le chemin à Porthos et à Aramis, qui emportèrent leurs camarades dans leurs bras. Derrière ce groupe marchait le chirurgien, et derrière le chirurgien la porte se referma. Alors le cabinet de m de tréville, ce lieu ordinairement si respecté, devint momentanément une succursale de l'antichambre. Chacun discourait, pérorait, parlait haut, jurant, sacrant, donnant le cardinal et ses gardes à tous les diables. Un instant après, Porthos et Aramis rentrèrent. Le chirurgien et m de tréville seuls étaient restés près du blessé. Enfin m de tréville rentra à son tour. Le blessé avait repris connaissance. Le chirurgien déclarait que l'état du mousquetaire n'avait rien qui pût inquiéter ses amis, sa faiblesse ayant été purement et simplement occasionnée par la perte de son sang. Puis m de tréville fit un signe de la main, et chacun se retira, excepté d'Artagnan, qui n'oubliait point qu'il avait audience, et qui, avec sa ténacité de Gascon, était demeuré à la même place. Lorsque tout le monde fut sorti et que la porte fut refermée, m de tréville se retourna et se trouva seul avec le jeune homme. L'événement qui venait d'arriver lui avait quelque peu fait perdre le fil de ses idées. Il s'informa de ce que lui voulait l'obstiné solliciteur. D'Artagnan alors se nomma, et m de tréville, se rappelant d'un seul coup tous ses souvenirs du présent et du passé, se trouva au courant de la situation. Pardon, lui dit-il en souriant, pardon, mon cher compatriote, mais je vous avais parfaitement oublié. Que voulez-vous? Un capitaine n'est rien qu'un père de famille chargé d'une plus grande responsabilité qu'un père de famille ordinaire. Les soldats sont de si grands enfants. Mais comme je tiens à ce que les ordres du roi, et surtout ceux de monsieur le cardinal, soient exécutés. D'Artagnan ne put dissimuler un sourire. À ce sourire, m de tréville jugea qu'il n'avait point affaire à un sot, et venant tout droit au fait, tout en changeant de conversation, j'ai beaucoup aimé monsieur votre père, dit-il. Que puis-je faire pour son fils? Hâtez-vous, mon temps n'est pas à moi. Monsieur, dit d'Artagnan, en quittant Tarbes et en venant ici, je me proposais de vous demander, en souvenir de cette amitié dont vous n'avez pas perdu mémoire, une casaque de mousquetaire. Mais après tout ce que je vois depuis 2 heures, je comprends qu'une telle faveur serait énorme, et je tremble de ne point la mériter. C'est une faveur en effet, jeune homme, répondit m de tréville, mais elle ne peut pas être si fort au-dessus de vous que vous le croyez ou que vous avez l'air de le croire. Toutefois, une décision de sa majesté a prévu le cas.
et je vous annonce avec regret qu'on ne reçoit personne mousquetaire avant l'épreuve préalable de quelque campagne, de certaines actions d'éclat, ou d'un service de 2 ans dans quelque autre régiment moins favorisé que le nôtre. D'Artagnan s'inclina sans rien répondre. Il se sentait encore plus avide d'endosser l'uniforme de mousquetaire depuis qu'il y avait de si grandes difficultés à l'obtenir. Mais, continua Tréville, en fixant sur son compagnon un regard si perçant qu'on eût dit qu'il voulait lire jusqu'au fond de son cœur, mais en faveur de votre père, mon ancien compagnon, comme je vous l'ai dit, je veux faire quelque chose pour vous, jeune homme. Nos cadets de Béarn ne sont ordinairement pas riches, et je doute que les choses aient fort changé de face depuis mon départ de la province. Vous ne devez donc pas avoir de trop, pour vivre, de l'argent que vous avez apporté avec vous. D'Artagnan se redressa d'un air fier, qui voulait dire qu'il ne demandait l'aumône à personne. C'est bien, jeune homme, c'est bien, continua Tréville. Je connais ces airs-là. Je suis venu à Paris avec 4 écus dans ma poche, et je me serais battu avec quiconque m'aurait dit que je n'étais pas en état d'acheter le Louvre. D'Artagnan se redressa de plus en plus. Grâce à la vente de son cheval, il commençait sa carrière avec 4 écus de plus que M. de Tréville n'avait commencé la sienne. Vous devez donc, disais-je, avoir besoin de conserver ce que vous avez, si forte que soit cette somme. Mais vous devez avoir besoin aussi de vous perfectionner dans les exercices qui conviennent à un gentilhomme. J'écrirai dès aujourd'hui une lettre au directeur de l'Académie royale, et dès demain il vous recevra sans rétribution aucune. Ne refusez pas cette petite douceur. Nos gentilshommes les mieux nés et les plus riches la sollicitent quelquefois sans pouvoir l'obtenir. Vous apprendrez le manège du cheval, l'escrime et la danse. Vous y ferez de bonnes connaissances, et de temps en temps vous reviendrez me voir pour me dire où vous en êtes, et si je puis faire quelque chose pour vous. D'Artagnan, tout étranger qu'il était encore aux façons de cour, s'aperçut de la froideur de cet accueil. Hélas, monsieur, dit-il, je vois combien la lettre de recommandation que mon père m'avait remise pour vous me fait défaut aujourd'hui. En effet, répondit M. de Tréville, je m'étonne que vous ayez entrepris un aussi long voyage sans ce viatique obligé, notre seule ressource à nous autres Béarnais. Je l'avais, monsieur, et Dieu merci, en bonne forme, s'écria d'Artagnan, mais on me l'a perfidement dérobé. Et il raconta toute la scène de Meung, dépeignit le gentilhomme inconnu dans ses moindres détails, le tout avec une chaleur, une vérité qui charmèrent M. de Tréville. Voilà qui est étrange, dit ce dernier en méditant. Vous aviez donc parlé de moi tout haut? Oui, monsieur. Sans doute j'avais commis cette imprudence. Que voulez-vous? Un nom comme le vôtre devait me servir de bouclier en route. Jugez si je me suis mis souvent à couvert. La flatterie était fort de mise alors, et M. de Tréville aimait l'encens comme un roi ou comme un cardinal. Il ne put donc s'empêcher de sourire avec une visible satisfaction, mais ce sourire s'effaça bientôt, et revenant de lui-même à l'aventure de Meung, « Dites-moi, continua-t-il, ce gentilhomme n'avait-il pas une légère cicatrice à la joue? Oui, comme le ferait l'éraflure d'une balle. N'était-ce pas un homme de belle mine? Oui. De haute taille? Oui. Pâle de teint et brun de poil? Oui, oui, c'est cela. Comment se fait-il, monsieur, que vous connaissiez cet homme? Ah, si jamais je le retrouve, et je le retrouverai, je vous le jure, fût-ce en enfer. Il attendait une femme, continua Tréville. Il est du moins parti après avoir causé un instant avec celle qui l'attendait. Vous ne savez pas quel était le sujet de leur conversation? Il lui remettait une boîte, lui disait que cette boîte contenait ses instructions, et lui recommandait de ne l'ouvrir qu'à Londres. Cette femme était anglaise? Il l'appelait Milady. C'est lui, murmura Tréville. C'est lui. Je le croyais encore à Bruxelles. Oh, monsieur,
Si vous savez quel est cet homme, s'écria d'Artagnan, indiquez-moi où il est et d'où il est. Puis, je vous tiens quitte de tout, même de votre promesse de me faire entrer dans les mousquetaires, car avant toute chose, je veux me venger. Gardez-vous-en bien, jeune homme, s'écria Tréville. Si vous le voyez venir, au contraire, d'un côté de la rue, passez de l'autre. Ne vous heurtez pas à un pareil rocher. Il vous briserait comme un verre. Cela n'empêche pas, dit d'Artagnan, que si jamais je le retrouve. En attendant, reprit Tréville, ne le cherchez pas. Si j'ai un conseil à vous donner. Tout à coup, Tréville s'arrêta, frappé d'un soupçon subit. Cette grande haine que manifestait si hautement le jeune voyageur pour cet homme, qui, chose assez peu vraisemblable, lui avait dérobé la lettre de son père, cette haine ne cachait-elle pas quelque perfidie? Ce jeune homme n'était-il pas envoyé par son éminence? Ne venait-il pas pour lui tendre quelque piège? Ce prétendu d'Artagnan n'était-il pas un émissaire du cardinal qu'on cherchait à introduire dans sa maison et qu'on avait placé près de lui pour surprendre sa confiance et pour le perdre plus tard, comme cela s'était 1000 fois pratiqué? Il regarda d'Artagnan plus fixement encore cette seconde fois que la première. Il fut médiocrement rassuré par l'aspect de cette physionomie pétillante d'esprit audacieux et d'humilité affectée. Je sais bien qu'il est gascon, pensa-t-il, mais il peut l'être aussi bien pour le cardinal que pour moi. Voyons, éprouvons-le. Mon ami, lui dit-il lentement, je veux que mon fils de mon ancien ami, car je tiens pour vraie l'histoire de cette lettre perdue, je veux, dis-je, pour réparer la froideur que vous avez d'abord remarquée dans mon accueil, vous découvrir les secrets de notre politique. Le roi et le cardinal sont les meilleurs amis. Leurs apparents démêlés ne sont que pour tromper les sots. Je ne prétends pas qu'un compatriote, un joli cavalier, un brave garçon, fait pour avancer, soit la dupe de toutes ces feintises, et donne comme un niais dans le panneau, à la suite de tant d'autres qui s'y sont perdus. Songez bien que je suis dévoué à ces deux maîtres tout-puissants, et que jamais mes démarches sérieuses n'auront d'autre but que le service du roi et celui de monsieur le cardinal, un des plus illustres génies que la France ait produits. Maintenant, jeune homme, réglez-vous là-dessus, et si vous avez, soit de famille, soit par relation, soit d'instinct même, quelqu'une de ces inimitiés contre le cardinal, telles que nous les voyons éclater chez les gentilshommes, dites-moi adieu et quittons-nous. Je vous aiderai en 1000 circonstances, mais sans vous attacher à ma personne. J'espère que ma franchise, en tout cas, vous fera mon ami, car vous êtes jusqu'à présent le seul jeune homme à qui j'ai parlé comme je le fais. Tréville se disait à part lui, si le cardinal m'a dépêché ce jeune renard, il n'aura certes pas manqué, lui qui sait à quel point je l'exècre, de dire à son espion que le meilleur moyen de me faire la cour est de me dire pis que pendre de lui. Aussi, malgré mes protestations, le rusé compère va-t-il me répondre bien certainement qu'il a l'éminence en horreur. Il en fut tout autrement que s'y attendait Tréville. D'Artagnan répondit avec la plus grande simplicité: monsieur, j'arrive à Paris avec des intentions toutes semblables. Mon père m'a recommandé de ne souffrir rien que du roi, de monsieur le cardinal et de vous, qu'il tient pour les 3 premiers de France. D'Artagnan ajoutait monsieur de Tréville aux 2 autres, comme on peut s'en apercevoir, mais il pensait que cette adjonction ne devait rien gâter. J'ai donc la plus grande vénération pour monsieur le cardinal, continua-t-il, et le plus profond respect pour ses actes. Tant mieux pour moi, monsieur, si vous me parlez, comme vous le dites, avec franchise, car alors vous me ferez l'honneur d'estimer cette ressemblance de goût. Mais si vous avez eu quelque défiance, bien naturelle d'ailleurs, je sens que je me perds en disant la vérité. Mais tant pis, vous ne laisserez pas que de m'estimer, et c'est à quoi je tiens plus qu'à toute chose au monde. Monsieur de Tréville fut surpris au dernier point. Tant de pénétration, tant de franchise enfin.
causait de l'admiration. Mais il ne levait pas entièrement ses doutes. Plus ce jeune homme était supérieur aux autres jeunes gens, plus il était à redouter s'il se trompait. Néanmoins, il serra la main à d'Artagnan et lui dit: vous êtes un honnête garçon, mais dans ce moment je ne puis faire que ce que je vous ai offert tout à l'heure. Mon hôtel vous sera toujours ouvert. Plus tard, pouvant me demander à toute heure et par conséquent saisir toutes les occasions, vous obtiendrez probablement ce que vous désirez obtenir. C'est-à-dire, monsieur, reprit d'Artagnan, que vous attendez que je m'en sois rendu digne. Eh bien, soyez tranquille, ajouta-t-il avec la familiarité du Gascon. Vous n'attendrez pas longtemps. Et il salua pour se retirer, comme si désormais le reste le regardait. Mais attendez donc, dit M. de Tréville en l'arrêtant. Je vous ai promis une lettre pour le directeur de l'académie. Êtes-vous trop fier pour l'accepter, mon jeune gentilhomme? Non, monsieur, dit d'Artagnan. Je vous réponds qu'il n'en sera pas de celle-ci comme de l'autre. Je la garderai si bien qu'elle arrivera, je vous le jure, à son adresse, et malheur à celui qui tenterait de me l'enlever. M. de Tréville sourit à cette fanfaronnade, et laissant son jeune compatriote dans l'embrasure de la fenêtre où il se trouvait et où ils avaient causé ensemble, il alla s'asseoir à une table et se mit à écrire la lettre de recommandation promise. Pendant ce temps, d'Artagnan, qui n'avait rien de mieux à faire, se mit à battre une marche contre les carreaux, regardant les mousquetaires qui s'en allaient les uns après les autres, et les suivant du regard jusqu'à ce qu'ils eussent disparu au tournant de la rue. M. de Tréville, après avoir écrit la lettre, la cacheta et, se levant, s'approcha du jeune homme pour la lui donner. Mais au moment même où d'Artagnan étendait la main pour la recevoir, M. de Tréville fut bien étonné de voir son protégé faire un soubresaut, rougir de colère et s'élancer hors du cabinet en criant: ah, sang-Dieu, il ne m'échappera pas cette fois. Et qui cela? demanda M. de Tréville. Lui, mon voleur, répondit d'Artagnan. Ah, traître! Et il disparut. Diable de fou, murmura M. de Tréville. À moins toutefois, ajouta-t-il, que ce ne soit une manière adroite de s'esquiver, en voyant qu'il a manqué son coup. Fin du chapitre 3.